Un train quelque part dans le sud-est de la France. Avec à son bord, un contrôleur que nous appellerons Daniel. Depuis son entrée à la SNCF il y a 25 ans, il n'a jamais voulu résumer son métier au simple fait de verbaliser. À 1 an de la retraite, il n'a plus grand-chose à perdre, alors il assume. En ces temps difficiles, bonjour, les billets, il refuse tout simplement d'appliquer le règlement. Bah, je vous fais rien, mais essayez d'aller faire le nécessaire. Hein, ok. Merci. Bonjour. Pour Daniel, plus question de verbaliser systématiquement les contrevenants. La crise est passée par là. Bonjour, bonjour les billets s'il vous plaît. Mais monsieur, j'ai pas eu le temps de prendre mon billet, donc okay. Voilà. Vous allez où? Oh, c'est la prochaine. Ouais, c'est la prochaine, ouais. Bon. J'ai de l'argent pour vous payer si vous voulez, mais enfin bon. Ouais, ça serait mieux pas. Et voilà, bon, j'ai une petite retraite. Ok. Vous savez que normalement, hein, vous deviez l'avoir rempli auparavant, parce que sinon, ça veut dire quoi que théoriquement, je dois vous faire un nouveau billet, hein, et nettement plus cher. Hein, je sais que c'est dur pour tout le monde, quoi. Quel message vous voulez faire passer en agissant comme ça dans votre travail? C'est plutôt une conviction de faire, la conviction de faire en sorte que sa vie professionnelle ressemble à ses idées et à ses idées politiques. C'est d'avoir quand même une certaine harmonie entre les deux. Et puis, il y a aussi une chose dans laquelle je crois, moi, c'est le droit au transport pour tous, hein, que l'on soit nanti ou pas. Moi, j'essaie de contribuer à avoir une société peut-être plus juste, plus égalitaire, avec une meilleure répartition des richesses surtout. Et à mon petit niveau, j'essaie d'y contribuer. Un contrôleur qui choisit de ne plus verbaliser, c'est ce qui s'appelle désobéir. Daniel est peut-être seul dans son train, mais sans le savoir, il fait partie d'un mouvement qui rencontre de plus en plus d'écho en France. Les désobéissants. Exemple ici début avril à Strasbourg, lors du dernier sommet de l'OTAN, avec ces clowns venus dire non à la guerre. Là, il y a du permis de sourire à choper. Une des multiples facettes d'une galaxie qui s'attaque aussi au pouvoir d'achat, au logement ou encore à l'environnement. Entre action politique et dérision, comment s'organisent ces militants d'un genre nouveau? Qui en sont les acteurs? Plonger dans un monde où désobéir devient la nouvelle règle. Sur la planète des désobéissants, Leïla et Victor ont une spécialité. Les pique-niques sauvages dans la grande distribution. Leur façon à eux de dire non à la vie chère. Ce soir-là, les deux militants partent en mission de reconnaissance. Leur cible, un supermarché au sud de Paris. Voilà le genre de choses qu'on pique-niquera. Pique-niquer, pour eux, signifie inviter les clients à manger gratis. Bon alors oui, les fruits et légumes, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc là, on va en profiter, là. On va en manger. Leïla et Victor repèrent les lieux pour leur prochaine action. La caméra se fait un peu plus discrète. L'espace-là, t'arrives à avoir un endroit où tu t'empêches pas les gens de continuer à faire leurs courses. Là, ici, là où sont posées les nanas pour parler. C'est là où généralement, à mon avis. On peut faire le tour du magasin si tu veux, regarder s'il y a pas l'autre endroit. Pourquoi pas, c'est vrai que là, c'est assez dégagé, ouais. C'est pas mal. Petite déception quand même, parce qu'il n'y a pas de table. Il n'y a pas de table de jardin, il n'y a pas de table tout court. Donc bon, on va faire le plan B, la table à repasser. Là, celle-ci, il n'y a presque pas besoin de nappe. C'est là-dessus que vous voulez manger. Ben, disons que c'est moins bien qu'une table, mais en même temps, ce qui est pratique avec les tables à repasser, c'est que c'est suffisamment haut quand on est debout. Donc les gens, c'est quand même assez convivial, quoi. Enfin, les gens arrivent à voir que qu'il y a de la bouffe sur la table et viennent se servir. Les nappes, elles sont où? Par là-bas. On va regarder les nappes. Ben voilà, parfait. On prend quelle couleur? Ben rouge, hein. Ah ouais? Donc là, c'est bon. Ouais, c'est bon, on connaît le magasin, on sait où on va s'installer, on voit à peu près où sont les fruits et les légumes, la bouffe, donc c'est bon, nickel, quoi.
Après, on croise les doigts. Hein. Chaque fois, c'est la loterie. Ça se passe bien. Rendez-vous dans une semaine. Rendez-vous dans une semaine, ouais. Le 31. Exactement. À midi, samedi midi, ouais. La désobéissance civile, une nouvelle forme d'action militante, tout terrain. Quand il n'est pas un repérage dans les supermarchés, Victor s'attaque à un autre chantier. Intermittent du spectacle, il fait partie du collectif Jeudi Noir. Créé en 2006, ce mouvement dénonce les difficultés d'accès au logement. Il n'y a rien. Ah non, il n'y a rien. Ni à non. vendre, ni à louer. Et c'est en état nickel. Victor et ses amis du collectif se sont renseignés. Cela fait 30 ans que plus personne n'habite ici. C'est le plus grand scandale que j'ai jamais vu. C'est une chose, moi j'ai envie de mettre ou une bombe ou alors que ça soit vraiment occupé. Tout à l'heure. Les gens crèvent dans la rue en hiver à Paris, vous trouvez ça normal? Nous, non. C'est un scandale sans pareil. Bon, on va essayer de faire quelque chose. Le bâtiment qu'on va aller voir tout à l'heure, moi c'est un truc, je me casse les dents depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que René Dutreil est un précieux allié pour Victor. Il est élu vert à la mairie de Paris et lui aussi a choisi de désobéir. Il indique aux militants les adresses des logements vacants. Comme cet immeuble dans le 14e arrondissement. Il est inhabité depuis 6 ans, il n'y a qu'à suivre le guide. Faut même faire des tournois de foot. Ici, c'est un peu petit pour les foot. Là c'est le bar. Ouais, d'accord. Et le barbecue, il est où Les alors? toilettes sèches, elles sont... Ah bah elles sont plus là, attends, les toilettes sèches. Ah, et des toilettes sèches. Oh, le rêve. C'est bien ça. Comme dans le supermarché, Victor repère les lieux. Cette fois-ci, pas de pique-nique en vue, mais ce qu'il appelle une réquisition. Occuper l'immeuble pour offrir des logements à ceux qui n'en ont pas. Ah ouais, c'est bien foutu. Oh, c'est fatal. Ouais, c'est ça. Ouais. Et s'ils veulent nous expulser, on peut se camoufler dans les arbres. On menace de sauter. Attends, c'est bien. L'immeuble est retenu comme cible par le collectif Jeudi Noir. Il a l'air propre, c'est sûr. Hein. Ouais. Sentiment de la mission accomplie pour l'élu de Paris. Oui. Ok. Je sais que si Jeudi Noir rentre dedans, je sais que si on en parle un petit peu, d'un seul coup ce dossier il va être débloqué. Et donc c'est complètement dans le cadre de ma fonction d'élu et je crois que c'est complètement dans mon rôle. On est d'accord, ça reste illégal d'occuper des lieux comme ça et de squatter des lieux. Qu'est-ce qui est illégal? Le droit au logement qui n'est pas appliqué, qui est issu de la Constitution, ou le droit de propriété qui est une valeur intouchable. Qu'est-ce qui est illégal? Et je considère que laisser un bâtiment vacant pendant plus de 6 ans devrait être illégal et ne l'est pas aujourd'hui. Donc la légalité, j'irai à prendre avec des pincettes. Parce que quand il y a des gens dehors et des bâtiments vides, peut-être que la légalité le justifie, mais la moralité ne pourra jamais le justifier, quoi. Pourquoi voit-on apparaître ces nouvelles formes d'action? Quelles en sont les origines? À quels besoins répondent-elles? Nous sommes allés poser ces questions à Guy Groux. Il est directeur de recherche au CNRS, spécialiste de ces nouveaux mouvements sociaux. Le sentiment qu'ont beaucoup de personnes qui s'engagent dans ces nouvelles formes protestataires, c'est que la gauche de gouvernement ne présente pas une véritable crédibilité politique ou une véritable alternative par rapport à ce que propose aujourd'hui la majorité de droite. Si vous voulez, on est là dans un processus historique de créativité contestataire qui dure depuis 30 ans et qui, au regard de la crise d'un côté, de l'absence de débouchés politiques de l'autre, prend naturellement une importance tout à fait évidente. Quartier Saint-Michel à Paris. Depuis 3 mois, le collectif Jeudi Noir a investi cet immeuble. Un ancien centre de santé vide depuis 4 ans. Étudiants ou jeunes actifs, ils sont 9 à habiter ici. Parmi eux, Victor, il se sent ici comme chez lui. Voilà, donc là on est au premier étage. Donc là, 2 habitants, José et Nico. Bonjour. Samantha, bonjour. Samantha a 34 ans. On peut voir ta chambre? Elle est comédienne. Bienvenue. C'est trop beau chez moi. J'ai trop bien travaillé. Allez-y, allez-y. J'ai arraché la moquette, j'ai repeint. C'est la plus belle chambre. Dans l'autre squat, j'avais pas de fenêtre. En arrivant ici, j'étais dans une pièce sans fenêtre. Là, j'ai une fenêtre. Qu'est-ce que c'était cette pièce avant? Je sais pas ce que c'était, mais j'en ai fait chez moi en tout cas.
Voilà, donc ici, sanitaire. Donc il y en a un en fait ici au deuxième étage et un autre au rez-de-chaussée. Donc ici il y a 2 toilettes et on a un projet de faire une douche ici parce qu'on manque de douche, il n'y en a qu'une au rez-de-chaussée. Donc le bâtiment ici était inoccupé depuis 4 ans et il y avait quand même l'eau et le courant qui étaient encore branchés. Voilà, ouais. C'était, les gens étaient partis, n'avaient rien fait, n'avaient pas vidé les bureaux, n'avaient pas vidé les tiroirs, n'avaient pas coupé l'eau plus que ça, un robinet. Pour l'électricité, ils avaient appuyé sur le bouton du disjoncteur et voilà quoi. La survie. Non, ça, on peut plus manger. Une vie en communauté, l'auberge espagnole version désobéissant. Ah mais non, on a des... Outre le... Ça c'est la sonnerie, ça. Ah voilà, qu'est-ce Ouais, ils ont aussi... Elodie a quitté l'Auvergne pour étudier à Paris. Ici, elle a déjà connu 2 squats et autant d'expulsions. On occupe des bâtiments qui sont vides, mais aussi on vit ensemble. Et l'idée aussi, c'est qu'entre nous, forcément, ça crée de la solidarité. Et puis chacun apporte ses petits plans, débrouille pour que la vie en commun soit aussi beaucoup moins chère. Et voilà, ça aide aussi de vivre ça en groupe aussi. Et de ne pas vivre ça tout seul dans son coin, ce serait beaucoup plus difficile, c'est sûr. Le propriétaire du bâtiment a déposé une plainte contre les 9 squatteurs. Les risques, une expulsion d'ici 3 semaines et 3 000 € d'indemnité par mois d'occupation. De savoir que vous pouvez être expulsé un peu à tout moment, quel est le rapport que vous entretenez du coup avec l'autorité? On n'en parle pas. On n'en parle pas de l'expulsion éventuelle. Il y a un procès qui arrive. On essaie de le préparer au mieux. On essaie de ne pas vivre avec cette idée-là et de faire ce qu'on doit faire ici, c'est-à-dire faire des travaux, aménager l'endroit pour qu'il soit le plus agréable possible, faire la peinture dans la cuisine. Ça nous fait plaisir de vivre, d'essayer d'avoir un cadre de vie le plus agréable possible. Voilà, on est dans une espèce d'action perpétuelle et c'est pour ça que ça se passe bien. Pour Leïla, que l'on retrouve chez elle, c'est le jour J, le jour du pique-nique sauvage. Il est temps pour elle de préparer l'offensive médiatique, à grand renfort de textos. C'est quoi Leïla? Je suis en train d'envoyer le point de rendez-vous aux gens qui m'ont envoyé des textos, qui veulent venir tout à l'heure. Tu fais tout le temps ça au dernier moment? Je fais ça au dernier moment, ouais, parce que sinon, y a risque de mettre au courant les flics, en fait, quoi. C'est pour des questions de sécurité, on fait ça au dernier moment, comme ça ils n'ont pas le temps de mettre en œuvre un dispositif de vigile, une grosse équipe de vigile, ou voire bloquer le magasin par les flics. C'est le stress numéro 1 juste avant l'action quand même. Le stress, ouais, c'est est-ce que les flics vont être là, est-ce qu'ils vont nous laisser, est-ce qu'ils sont pas déjà au courant en fait, c'est ça le truc, ouais. Salariée d'une association culturelle, Leïla a plusieurs casquettes. Porte-parole du collectif L'Appel et la Pioche, instigateur des pique-niques, elle milite aussi au nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot. Allô ? Son engagement commence en 2002 avec la présence de Jean-Marie Le Pen au 2e tour de l'élection présidentielle. À 26 ans, Leïla a déjà un long CV de militante derrière elle. Moi, si on regarde mon parcours militant, j'ai fait pas mal de trucs. C'est un peu ce que j'aime bien appeler du zapping militant en fait. Mais bon, dans l'ensemble, ça a une cohérence tout ça, quoi. Tu t'attaques au logement, tu t'attaques à la vie étudiante, que tu t'attaques à la précarité, finalement c'est toujours se battre contre un système global, contre une logique globale qui tourne pas rond, quoi. Il y a d'autres journalistes, je pense qu'il y en aura quelques-uns. Dernier coup de fil aux militants et aux médias. À tout à l'heure. C'est la pression qui monte un peu, ouais, là. Carrément là, putain. Bon. Arrivés sur les lieux de l'action, nous tournons en caméra cachée. Pour Leïla, il n'y a plus qu'à remplir le caddie. Allez, c'est parti. Carotte, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'ils nous carottent. Ça c'est pratique pour les pique-niques. Parce que c'est déjà des trucs individuels, s'il n'y a pas besoin de cuillère. Ça aussi, ça je mange facilement. En général d'ailleurs les gens, ils sont assez surpris de voir, enfin c'est pas comme ça qu'on fait ses courses quoi, pof pof, on met tout dans le caddie. Ça j'adore.
Les nounours au chocolat. Ouais, c'est ça, à chaque fois. En général, je prends les trucs que j'aime bien, mais on n'a jamais trop le temps de Les nappes, rouges, forcément rouges. C'est pour la nappe. Aïe! La planche à repasser qui va servir de table. Le repérage a été efficace. Et au détour d'une allée, comme par hasard, Victor. Tiens, Victor, salut. Tu fais tes courses ici? Est-ce que tu peux choper une table à repasser? Ouais, bien sûr. Vas-y, commence à arracher. Les désobéissants dans un supermarché, ou comment le rayon fruits et légumes devient une tribune politique. Mesdames et messieurs, c'est la redistribution de la grande distribution. 13,5 milliards de bénéfices. Mesdames et messieurs, venez récupérer votre pouvoir d'achat. Comme par magie, les caméras font leur apparition. Allez, venez vous servir. C'est la redistribution de la grande distribution. Venez récupérer ce qu'on vous vole. Ils grignotent nos fins de mois, grignotant leurs marges excessives. C'est pas possible. Mais si, tout va bien, tout va bien. Tout va bien se passer, restez calme. Vous voulez un peu de... Repayez leur prix. De 20% en 8 mois. Les On nous carotte on lait. Ça le fait super. C'est pas légal. C'est pas légal, mais en tout cas c'est légitime. Ce qui devrait être illégal, c'est le fait qu'il y en ait certains qui s'en mettent plein les poches, comme ils se franchissent, sinon ils font des milliards et des milliards de chiffres d'affaires. On trouve de l'argent comme ça pour les banques du jour au lendemain, alors qu'on est une grosse majorité à galérer, à pas pouvoir finir les fins de mois, à pas pouvoir s'acheter des pâtes, quoi. Petit chocolat. Oui, merci. Côté client, l'accueil est plutôt favorable. Allez-y, prenez-en plusieurs si vous avez des préférés. Ah d'accord, bah oui. Et des réserves maintenant dans les poches. Oui, je sais pas dire si ça me plaît vraiment, je pense que malheureusement c'est nécessaire, des actions comme celle-ci. Je suis d'accord pour ce qui se passe. C'est vrai qu'ils font des marges sur les prix. Ça devient de plus en plus dur. Et tant que personne bouge, ils vont continuer comme ça. Et avec les enfants, c'est encore un peu plus dur. Malaise du côté de la sécurité. Les vigiles sont désarmés face à ce type d'action. On demande à directeur du magasin. On a un nounours au chocolat. Sinon vous l'auriez pris. Vous voulez quelqu'un On s'en va. Une demi-heure et puis s'en vont. Leïla et la vingtaine de militants sont à leur 6e pique-nique. Opération communication réussie, mais à la sortie, les CRS sont là. On bouge là les keufs. Il y a les keufs. Faut disperser par où en fait? Où? D'accord. Course-poursuite, mais les forces de l'ordre rentreront en bredouille. À quelques rues de là, Leïla et Victor ont trouvé refuge dans un square. Mais quand on est parti là, on s'est séparés en 2 groupes. Ouais. On était par là, et là, pof, le square à droite, genre tombé du ciel. Allez, on va aller courir, allez, on va se réfugier dans le square. Vous êtes parti à droite, moi je suis parti à gauche. Nickel. Eux, ils ont continué à courir tout droit, mais comme les dessins animés, quoi, tu sais, sur le côté puis le pique-nique, c'est vous reprocher de toute façon? Je sais pas, mangeage. Mangeage intempestif à l'intérieur du magasin. Délit numéro 1 de la nouvelle Constitution. On avait trouvé cet article du Code civil qui dit qu'on a droit de goûter avant d'acheter tous les produits de consommation courante, quoi. Donc on joue là-dessus au niveau légalité, et après bon on verra. C'est sûr qu'on est aux frontières de la légalité, mais puis aussi ce qui va dans notre sens, c'est que c'est pas légal mais c'est légitime, et que en ce moment personne peut, enfin on a tous du mal à boucler les fins de mois, donc sur des milliards d'euros qui font de bénéfices, le caddie qu'on a vidé, c'est pas grand-chose, quoi, c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau. Légalité contre combat jugé légitime, toujours le même argument. Mais les pique-niqueurs peuvent-ils vraiment se protéger derrière cet article du Code civil? Pourquoi n'ont-ils jusqu'à aujourd'hui jamais été inquiétés? Ce sont les questions que nous sommes allés poser à Rodolphe Bosselu. Il est avocat au barreau de Paris. Il s'appuie sur un mauvais texte. Parce que 1587 du Code civil ne permet pas ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre. C'est un texte d'abord daté, ancien, du 19e siècle, qui avait vocation à régir des situations particulières de gens qui achetaient en gros des denrées alimentaires. On n'est pas du tout dans ce cas d'espèce. Alors pourquoi ne sont-ils pas inquiétés?
Alors, ils ne sont pas inquiétés parce que j'ai le sentiment que le contexte de crise légitime un peu leur comportement et qu'il y a peut-être une volonté politique un peu plus molle de vouloir porter le fer contre des gens qui manifestent de cette façon une forme de contestation. Pas simple pour les pouvoirs publics de répondre à l'humour et à la dérision, surtout en présence de caméras. Direction l'Alsace. Logement, transport ou pouvoir d'achat, désobéir, aujourd'hui cela s'apprend. C'est parti, allez bosser! Xavier Renaud dirige un stage d'apprentissage à cette nouvelle forme de contestation. Salarié. Après avoir fait ses armes chez Greenpeace, il a créé le collectif des désobéissants en 2006. Sans emploi, son métier c'est l'activisme professionnel. Ok, ça roule. Premier jeu de rôle, des salariés d'une usine d'armement en gilet fluo sont bloqués par des militants. Profitez-en! Mais ça sera payé! Oui, mais si c'était vos enfants qui étaient en Afghanistan, moi mes enfants que je nourrisse. Comment ne pas céder à la violence? Comment s'assurer la couverture des médias? Quelle stratégie adopter? Pendant 2 jours, les stagiaires sont initiés aux méthodes de la désobéissance civile. Prix de la session, entre 30 et 50 euros selon les moyens de chacun. Un à un, les militants se présentent. C'est le tour de Baptiste, venu de Lyon. Donc, tu t'appelles Baptiste. Tu aimes lire. Qu'est-ce que tu aimes d'autre? Désobéir. Je kiffe. Allez, désobéir. Moi, j'aime bien ça. Germain, lui, est venu en voisin. Il habite Strasbourg. J'aime bien faire des balades en forêt. J'aime bien la musique, lire. Et j'aime bien la bière belge. Qui sont donc ces jeunes militants à la recherche d'une nouvelle forme d'action politique? Que sont-ils venus chercher ici? Comment se positionnent-ils face à la loi? À la base, nous, ça nous embête pas d'obéir à des lois, du moment qu'elles sont justes. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les lois, c'est bien, il faut des lois pour qu'on vive ensemble. Seulement, de tout temps, elles ont progressé vers l'abolition de la peine de mort, vers l'abolition de la torture, et quelque part, nous, on est dans ce combat-là, en fait. On est pour plus de droits, plus de lois, mais plus justes. Encore une fois, la désobéissance civile, c'est l'acte ultime. Porte-drapeau de l'action non violente, Xavier Renaud a déjà franchi au moins une fois la ligne rouge. 28 novembre 2007. Ce jour-là, à Paris, il participe à une action dirigée contre l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. De la peinture rouge lui est projetée au visage. Les militants l'accusent alors d'une supposée responsabilité dans le génocide au Rwanda. Xavier Renaud est condamné à 3 500 € d'amende pour violence en réunion. Il y a plein de choses. On a commencé à... Aujourd'hui, c'est le gourou de la désobéissance civile. C'est une technique de l'action directe non violente qui s'appelle le harcèlement démocratique. Des formations comme celle-ci, il en a organisé 80. 2000 stagiaires formés. À l'entendre, le mouvement a le vent en poupe. Parce que ça peut servir. C'est un indicateur, en effet, d'une colère qui monte dans le pays et qui, heureusement, à mes yeux, se tourne plus vers la non-violence et la désobéissance civile que vers la violence. Mais clairement, c'est un thermomètre parce que le succès de nos stages montre que de partout, on est demandeur de moyens plus efficaces pour résister à des politiques complètement insupportables, à des urgences sociales et environnementales complètement insupportables. Durant la session, une question revient systématiquement. Comment faire parler de soi? Comment communiquer? Pour Xavier Renaud, une action n'a de sens que si elle est médiatisée. On va arrêter le Premier ministre et on va essayer d'éviter le journaliste qui nous est hostile. Ça sert à rien d'appeler un journaliste qui ne comprend rien ou qui nous est hostile. En fonction de votre stratégie, vous allez viser soit tout le monde. Donc si vous visez tout le monde, c'est la télé. Mais si vous visez le local, parce que votre levier, c'est le maire, vous voulez faire basculer le maire pour qu'il dise au ministre « on ne veut plus de ce camp de rétention », à ce moment-là, il faut taper sur la presse régionale, locale. On reprend. Allez, il est tard, alors... Allez, on fait du sport à l'intérieur. Le sport à l'intérieur, c'est le moment préféré des stagiaires. Apprendre à ralentir l'intervention des forces de l'ordre. Toutes les techniques sont passées en revue. Des figures incontournables. La tortue ou bien encore la chenille.
C'est des bonnes méthodes pour ralentir, puis c'est plutôt drôle, je trouve. Ouais. Et on peut leur raconter des blagues. Mais oui, tu peux. Puis ça te fait rigoler, je pense, de voir 4 CRS bien grassement habillés, essayer de te choper. C'est essayer de contester d'une manière un peu ludique. Oui, voilà. Ouais, beaucoup plus que plutôt que par des manifestations violentes ou. Avant de quitter ces nouvelles recrues, Xavier Renou leur a donné rendez-vous. Une semaine plus tard à Strasbourg, de la théorie à la pratique. Les désobéissants se sont invités au sommet de l'OTAN. L'objectif, bloquer les accès à la zone rouge, le secteur réservé aux délégations officielles. They know we're non-violent. Ils nous connaissent, ils savent que nous sommes non-violents. Ils nous ont prévenu qu'ils allaient nous charger. Ils ont déjà fait l'usage d'une ou deux grenades lacrymogènes, puis se sont apaisés et j'imagine qu'ils attendent les ordres. Nous sommes strictement non violents, une cinquantaine de militants et nous levons les bras en signe de non-violence. Dans une ville en état de siège, à peine quelques minutes de sit-in et les forces de l'ordre entrent en action. Pour les désobéissants, mise en application des méthodes apprises lors du stage, la fameuse tortue ou comment résister le plus longtemps possible. Démocratie, 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 démocratie. Ils finiront par être délogés. Aucun parmi eux ne sera arrêté, juste mis à l'écart. Pour les officiels, la voie est libre. Hey, fermez les barrières. Xavier Renou et ses militants auront tenu une quinzaine de minutes. L'essentiel est assuré, les caméras étaient au rendez-vous. La guerre de l'image est gagnée, mais qu'en est-il de l'essentiel? Ces actions font-elles réellement avancer les causes défendues? Comment réagit l'opinion publique? Jean-Marc Lège dirige l'Institut de sondage Ipsos. La supermédiatisation, elle provient de l'effet de surprise. Donc effectivement, on peut aller se promener à la gare Saint-Lazare et faire le plus long baiser du monde avec la plus grande chaîne de l'amitié, entre 10h05 et 10h10. Bon, donc, mais ça ramène effectivement à la symbolique d'Andy Warhol, c'est-à-dire chacun aura ses 10 minutes, ses 15 minutes, ses 20 minutes de gloire, il sera une vedette mondiale. On est effectivement dans un mécanisme spectaculaire, narcissique, qui ne peut déboucher sur rien d'autre que la lassitude, sauf s'il y a des incidents. La lassitude des médias. La lassitude des médias et forcément aussi des gens qui manifestent à partir du moment où les médias ne sont plus là. La désobéissance civile, pas toujours un acte militant. Certains la vivent au quotidien, avec ou sans les caméras. Saint-Denis, dans la banlieue de Paris, quartier des Francs-Moisins. Didier Ménard est médecin généraliste, il passe ses journées dans la cité. Ici, un habitant sur 3 bénéficie de la couverture médicale universelle, le strict minimum. Le profil type des patients du docteur Ménard. Pour eux, ils trouvent de petits arrangements avec la loi. Salut Magali, ça va toi? Oui. Ça va. 30 ans que vous êtes installé ici? 28 ans que je joue au docteur ici. Vous avez vu tout le monde grandir? J'ai vu naître, grandir, vieillir, mourir une partie de cette population. Salut Viva. Ça va, tu travailles? Ça va, je travaille. Alors allez-y, rentrez. Alors, continuez. Au cabinet du docteur Ménard, ces consultations sans rendez-vous. Premier arrivé, premier reçu. Temps d'attente moyen, 1h30. Le docteur Ménard connaît Paula depuis 25 ans. La jeune femme souffre d'un asthme chronique. Problème, elle est en droit de bénéficier de la sécurité sociale, mais elle attend toujours sa carte vitale. Super mal à la gorge. T'as toujours pas ta carte? Non, pas encore. Ça fait combien de temps que tu vas demander? Ça fait 3 mois et quelques. Ça fait 3 mois que t'as demandé ta carte vitale? Ouais. Et t'as toujours pas de carte vitale? Non. C'est un cas qui se présente souvent, Didier? Très souvent, malheureusement très souvent. Donc j'ai pas 36 000 solutions pour la soigner. Donc elle a un frère fort sympathique et ce frère, il va aller chercher une ordonnance d'un asthme qui va avoir temporairement un asthme le temps que je trouve une solution pour Paula pour qu'elle puisse avoir non pas l'assurance la sécu parce qu'elle a la sécu, elle l'a.
C'est ça qui est dramatique. Tout le monde en France a la Sécu. Bon, tu me tiens au courant. Normalement, ça devrait aller mieux. Ouais, je t'appelle. Tu vas à la pharmacie. Bon, et tu me tiens au courant. Didier, quel risque vous prenez en signant une ordonnance sous le nom de quelqu'un d'autre comme ça? Bah, je prends un risque d'avoir effectivement à rendre compte à l'assurance maladie d'avoir fait ça, parce que normalement, j'ai pas le droit de le faire, c'est évident. Vous êtes conscient de flirter avec l'illégalité quand même? Bah oui, là, effectivement, il y a quelque chose qui va pas dans le système. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Les solutions, elles sont celles qu'on trouve avec nos petits moyens, mais au moins, on défend l'honneur de la médecine, on soigne les gens malades. C'est bon? Il n'y a plus personne? Allez, une de moins. La fin d'une journée ordinaire, Didier? La fin d'une journée ordinaire. Ma mission, c'est de soigner les gens. C'est la priorité, c'est le fondamental, c'est la valeur essentielle. Après, eh ben, on essaye de trouver des moyens de le faire d'une manière la plus efficace. Et puis tant pis si on n'est pas tout à fait dans la règle, si on déborde, si on est hors la règle, eh ben j'assume. Combien de docteurs comme Didier Ménard en France? Combien de contrôleurs SNCF comme Daniel? Combien de Français ont déjà choisi de désobéir pour refuser un monde qu'ils considèrent injuste? Et combien seront-ils encore à franchir le pas de l'illégalité? Jusqu'où se mettront-ils en danger?